À voter. Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur VHT là pour notre rendez-vous politique mensuel avec nos partenaires de RCFM et de Corse Matin. La gauche, qui a repris quelques couleurs au plan national lors de la présidentielle et surtout des législatives, n'a pas pris le même chemin en Corse. Structurée depuis près de 80 ans autour du parti radical, elle ne parvient pas à réaliser son aggiornamento depuis son effondrement électoral à compter de 2014. Tant au plan des idées que des hommes, le renouvellement est difficile. Alors, quand émerge une personnalité nouvelle, jeune qui plus est, il est tout naturel de s'y intéresser en dehors des périodes électorales. Nous recevons donc aujourd'hui Dylan Champeau de Amanca INSEM. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous n'êtes pas un inconnu du grand public puisque vous avez déjà été, malgré votre jeune âge, à 2 reprises candidat aux législatives, en 2017, puis cette année, en juin, chaque fois dans la seconde circonscription de la Corse du Sud, celle de Porto-Huit, sous l'étiquette LFI d'abord, puis Amanca INSEM. Alors afin de connaître plus précisément vos analyses et vos propositions, tant au plan national qu'en Corse, vous serez interrogé par nos confrères Roger Antèche de Corse Matin, bonsoir Roger, et Patrick Vinciguer de RCFM, bonsoir également Patrick. Bonsoir. Alors, quelques mots avant d'aborder l'ensemble des sujets politiques nombreux sur vous, sur votre parcours. Vous êtes aujourd'hui en passe de devenir avocat, vous faites vos études à Nice. C'est un choix professionnel qui a un rapport avec votre engagement politique ? C'est un choix professionnel de passion d'abord, parce que je me suis passionné pour le droit et particulièrement le droit pénal. Un peu moins peut-être pour la politique, mais j'ai quand même cet engagement qui me tient à cœur et que je retrouve dans le droit, la défense d'hommes ou de femmes dans le cadre du droit, la défense de convictions dans le cadre de la politique. Donc oui, il y a des liens qui sont sans doute étroits, mais si j'avais un rêve, une passion, ce serait quand même d'exercer la profession d'avocat et d'avocat pénaliste. De l'exercer en Corse ? Alors, de l'exercer, oui, de garder toujours un lien avec la Corse. Moi, je travaille déjà dans un cabinet qui est sur Nice et sur Bastia. Donc, d'avoir toujours ce lien intime avec la Corse, qui est ma terre natale, premièrement, et à laquelle je suis très attaché. Mais également, professionnellement parlant, il y a aussi beaucoup d'opportunités sur le continent. Donc, je souhaite avoir ces deux opportunités-là, en tout cas, et garder des liens avec la Corse, bien sûr, tant politiquement que professionnellement. Alors, un jeune qui s'intéresse à la politique, c'est pas exceptionnel, même si aujourd'hui, investi dans le militantisme, il y en a beaucoup moins qu'auparavant. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas et pourquoi à gauche ? Alors, franchir le pas, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je pense surtout que quand on constate la société à l'heure actuelle, moi, c'est une société qui à l'évidence, ne me convient pas. Que ce soit le refus des inégalités. Je me suis d'abord engagé pour le refus des inégalités, pour l'avenir aussi, parce que lorsqu'on voit les enjeux climatiques, environnementaux, on peut s'inquiéter. Et c'est vrai que je n'étais pas prédestiné pour m'engager, m'investir, mais je pars du constat que lorsqu'on veut faire changer les choses, et lorsqu'on voit que rien ne change surtout, on ne peut qu'être l'artisan de ce changement. Et quoi de mieux pour être l'artisan de ce changement que de s'engager, de se dire je refuse de laisser à d'autres le choix d'influencer mon avenir. Donc oui, un engagement pour changer les choses et j'invite d'ailleurs tous ceux qui partagent les mêmes convictions, le refus du monde tel qu'il est, à s'engager. Parce que c'est notre génération qui va être amenée à changer les choses, à défier les enjeux du futur, je dirais. Et c'est à nous de le faire. Cet engagement, il passe nécessairement par des élections. Jean Vitus l'a dit, 2 participations à des législatives. En 2017 et en 2022, 4,72, 4,08. En dehors de ces apparitions tous les 5 ans, est-ce qu'il y a un autre projet parce que la vie politique locale, elle commence par la commune, elle peut aller jusqu'à l'Assemblée territoriale. Là-dessus aussi, est-ce que vous avez des projets ? Parce qu'on a l'impression de vous revoir tous les 5 ans. Ouais. Je comprends cette impression, d'autant plus que je suis très pris par mes études également, donc c'est vrai que c'est compliqué d'être sur ces 2 fronts à la fois. On ne peut pas être présent constamment, que ce soit dans la circonscription ou dans l'île, et mener en même temps des études, notamment, là je suis par exemple sur votre plateau, mais je suis à la fin du mois, je passe le grand oral, donc pour entrer en école d'avocat. Donc j'essaye d'allier ces 2 pans-là de ma vie, je dirais.
il y a une chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'entre 2016 et 2020, quand même, on a été présent avec INSEE Mamank. On s'est engagé dans l'élection présidentielle en 2017. Alors c'est vrai que ça reste une échéance électorale, mais on a été présent depuis 2016 sur Ajaccio d'abord, avec ce qu'on appelait... personnellement. Oui, mais il n'y a pas que moi. J'appartiens à un mouvement et nous sommes quand même de nombreux militants. D'ailleurs, il y a de nombreux jeunes qui nous ont rejoints, tant à INSEE Mamank, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, nous avons aussi monté un collectif qui dépasse bien largement le cadre d'INSEE Mamank et qui s'appelle Juventud Imank, et on rassemble un certain nombre de jeunes, près d'une centaine de jeunes tout de même, qui sont issus de différents partis et qui viennent également du nationalisme. Donc simplement pour répondre à votre question, c'est vrai, je comprends ce reproche qu'on peut me faire, on me voit de manière parsemée, parce que j'ai des études à côté, mais également je pense qu'il y a la volonté pour nous aussi de s'implanter durablement. On a moins été présents, c'est vrai, ces derniers temps. Votre engagement politique, est-ce qu'il peut aller jusqu'à un mandat électif, la prise en charge de la gestion d'une collectivité, par exemple? Est-ce que ça, vous l'envisagez dans votre démarche? Je n'envisage pas grand-chose, je ne m'interdis rien, ça c'est une réalité. Je vous l'ai dit, on en a parlé au tout début, moi je suis engagé à gauche, j'ai la volonté de faire changer les choses. Et en effet, pour faire changer les choses, il suffit accéder au pouvoir. Voilà, il faut exercer à un moment donné le pouvoir. Mais pas moi à titre personnel, la mouvance politique que j'incarne et les personnes qui sont avec moi, avec qui je milite. Donc la question, elle ne se résume pas à ma personne. Moi, je vous l'ai dit, ma passion, mon rêve, c'est d'être avocat, en priorité. L'engagement dans la mouvance nationaliste ne vous a jamais tenté? Parce que c'est davantage porteur ici en Corse. Oui, c'est sûr, mais bon, j'ai fait le choix premièrement des convictions et je crois surtout que je n'ai pas été trompé par... On peut être de gauche et nationaliste. Tout à fait, mais je pense que beaucoup de nationalistes de gauche aujourd'hui se rendent compte un petit peu de la supercherie et en ont, j'allais dire, ras-le-bol de ce « en même temps » de Gilles Simeone, parce que finalement, depuis 2015, qu'on nous avait promis un certain nombre d'évolutions sociétales, pas grand-chose n'a changé. La plupart des dossiers sur lesquels on attendait une évolution, ça n'a pas évolué. Donc je pense aussi que c'est là que nous avons un rôle à jouer à gauche, déjà d'être toujours dans la rupture avec un système, et deuxièmement, de reconquérir un électorat qui peut-être a été séduit par d'autres et qui se rend bien compte aujourd'hui que c'était peut-être une erreur ou qu'en tout cas, les choses n'ont pas évolué favorablement. À nous d'avoir des propositions et d'être une force de contre-proposition surtout. C'était le sens de votre engagement aux dernières législatives aussi, de porter ce message-là, que en dehors du nationalisme, qui dispose quand même de 3 sièges sur 4 dans l'île, il y avait d'autres voies qui pouvaient s'ouvrir? Il y a d'autres voies qui doivent s'ouvrir, en tout cas, et surtout, il est nécessaire de faire une clarification, parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas d'être nationaliste. Ce qui est intéressant, c'est de savoir sur le projet de société où l'on se situe. Est-ce qu'on est dans la continuité d'un système libéral tel qu'il existe, ou est-ce qu'on est dans une rupture avec un système? Moi, je suis dans une rupture avec un système. Et vous jugez que Gilles Simeone est dans la continuité? Ah, il est dans la continuité, oui, oui, tout à fait. Ben, il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, voyez-vous une évolution entre les dernières mandatures et celle de Gilles Simeone? Au plan national, y a-t-il une réelle différence entre les nationalistes et la politique menée par le gouvernement? C'est des questions qu'on est en droit de se poser, qu'on peut légitimement se poser, et à laquelle je pense qu'un simple constat nous permet de voir qu'il n'y a pas de rupture. Non, il n'y a pas de rupture. On en vient à la situation politique par le biais des enjeux en matière sociale, avec d'abord ce sujet de Jean-Philippe Mattei. La rentrée sociale en France a été mouvementée cette année. Entre la crise économique et les projets de loi du gouvernement, les syndicats décident de faire monter la pression. Premier point important, les prix de l'énergie. L'hiver n'a pas encore débuté et déjà l'État cherche des solutions palliatives. En cause, l'arrêt de la moitié du parc nucléaire français et le conflit ukrainien. Pour y faire face, le gouvernement agite son bouclier tarifaire prolongé jusqu'à février 2023. Il vise à limiter à 15% maximum l'augmentation des prix. Sans cette mesure, ils auraient pu augmenter de 200 € par mois pour le gaz et 180 pour l'électricité. Ce bouclier tarifaire est intégré au projet de loi de finances 2023 adopté au forceps en première lecture à l'Assemblée nationale. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Le 49.3 a également été utilisé pour adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale sur son entièreté cette fois. La réforme des retraites pourrait bien suivre le même chemin. La deuxième phase de discussion avec les syndicats a débuté ce lundi, vraisemblablement toujours sans la CGT. Elle rejette la porte ouverte par Emmanuel Macron à un recul à 64 ans. Sur le pouvoir d'achat des ménages, l'inflation atteint au mois d'octobre 6,2%.
Ainsi, sur l'alimentation, les prix sont près de 12% plus élevés au niveau national que l'an dernier à la même époque. En Corse, la conférence sociale où figurait le mouvement des Gilets jaunes en 2019 avait permis la création d'une charte. Le but, définir un panier type de 200 produits en deçà des prix du marché, une mesure de courte durée. Élément déclencheur de la contestation par les Gilets jaunes en 2018, le prix des carburants. Cette année, l'inflation et l'embargo européen sur le pétrole russe ont entraîné une flambée des prix. Pour faire barrage, l'État instaure une ristourne de 30 centimes jusqu'au 15 novembre, tout comme Total Énergie à 20 centimes. Nécessaire pour la Corse, où l'essence est plus onéreuse que sur le continent. Il en va de même pour le logement. La Corse se classe parmi les régions les plus chères à la location, à plus de 10,60 € le mètre carré en moyenne. À l'achat, l'inflation est évidemment ressentie, mais les prix pourraient plafonner face aux difficultés à emprunter. Le chômage, en revanche, est à son plus bas niveau depuis 2014. 7,4% de la population active à l'échelle nationale, 6% en Corse avec des recrutements en majeure partie dans le privé. Quant au taux de pauvreté, la Corse est 4 points au-dessus de la moyenne française, avec 18,6% des personnes vivant sous le seuil critique. Elle reste lanterne rouge des régions métropolitaines. Alors on l'a vu, la crise économique et ses conséquences sociales sont au cœur du débat, mais les difficultés sont grandes, mais pourtant la situation n'est peut-être pas aussi catastrophique que d'aucuns le disent. Le chômage est en baisse, on l'a vu, alors l'inflation certes, elle repart à la hausse, mais le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, on l'a vu avec ce bouclier tarifaire. Pour vous, ce n'est pas du tout la bonne approche ? Non, ce n'est pas la bonne approche parce que, bon, déjà, première chose, on parle d'une crise économique. Moi, j'ai le sentiment que depuis que je suis né, on vit dans une crise économique. Donc, à un moment donné, une période de crise qui est normalement une période, sur une période donnée, j'allais dire presque transitoire, là, c'est un système auquel on a affaire. Donc, il faut s'attaquer aux maux du système. Non, les mesures prises par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Évidemment que le bouclier tarifaire a permis de limiter la hausse des prix, mais aujourd'hui, on est face à une inflation, vous l'avez dit, qui est de l'ordre de 6%. On a certains aliments, la viande, on est à plus de 20%, je crois, sur la viande. L'énergie, on est à 18%. Et à côté, vous avez des salaires qui, eux, n'augmentent pas. Il y a une augmentation de salaire de 2,5% à peu près, je crois. C'est-à-dire le mécanisme légal annuel d'augmentation du SMIC. Pas des salaires, du SMIC. Donc on voit bien que on est allé au-delà les salaires, de 2,5% cette année. Au-delà. On a été au-delà parce qu'il y a eu une inflation qui était supérieure à 2%. On a suivi l'inflation. Pas tout à fait. D'ailleurs, on est en retard sur l'inflation. Mais pour revenir à l'inflation, bon, on parlait de 6%, le dernier chiffre d'Eurostat, c'est plutôt 7,1%. Cela dit, la moyenne européenne, de l'Union européenne, c'est plus de 10%, l'Allemagne, c'est 12%, la Belgique, c'est 13%. La Belgique, aujourd'hui, est bloquée en raison de cette flambée des prix, notamment dans l'énergie, où la facture d'électricité a été multipliée par 2, par 3, également la facture de gaz. Finalement, la France ne s'en tire pas trop mal, non ? Oui, on peut avoir ce constat-là. On a aussi le constat qu'en Belgique, puisque vous prenez cet exemple, ils ont indexé les salaires sur l'inflation. Donc c'est vrai qu'il y a une forte inflation. Nous, on a mis en place en France des mécanismes comme le bouclier tarifaire, qui à mon sens ne va pas suffisamment loin, puisque je suis pour un blocage des prix. C'est-à-dire que sur une période de 6 mois, on peut bloquer les prix sur tout un tas d'aliments, carburants par exemple. C'était vraiment les deux facteurs, les deux mesures phares que j'avais avancées durant la campagne des législatives, c'était aliments, carburants. C'est ce qui permet aux gens de vivre et d'aller travailler. Principalement. Donc, par exemple, l'aliment, vous bloquez le prix de la baguette. C'est la solution, le blocage des prix ? Ah oui, de manière temporaire, quand on est dans une crise inflationniste, c'est la solution. Parce que les coûts de production, eux, ils augmentent. Vous bloquez le prix de la baguette, ensuite vous augmentez le SMIC à 1400, 1500, maintenant on parle de 1600 €. Comment fait le boulangers pour tenir ? Alors que les produits de première... les matières premières augmentent. Oui, on a une crise inflationniste qui est due notamment à l'augmentation du prix des matières premières, à la guerre en Ukraine, mais on a également une inflation en France qui est spéculative. Sur les grands groupes pétroliers, on n'est pas sur une inflation de l'ordre de l'exemple que vous prenez sur les boulangers, on est sur une inflation spéculative. Donc c'est pour ça que la mesure de blocage des prix, notamment sur le carburant, permettrait de payer le litre d'essence ou de gasoil moins cher. Si on indexe les salaires sur l'inflation, comme ça peut être le cas en Belgique ou au Luxembourg également, ça permet aux personnes d'avoir davantage de pouvoir d'achat. Mais lorsqu'on a davantage de pouvoir d'achat, on consomme davantage. Et c'est là qu'on retrouve le fameux boulanger dont vous parlez. Parce que les gens, aujourd'hui, s'ils ne peuvent plus aller chez le boulanger et qu'ils prennent la baguette à Carrefour ou à Géant Casino, le boulanger, il est perdant. Si on augmente les salaires, si on permet aux gens de respirer davantage, d'avoir davantage de pouvoir d'achat, eh bien, ces produits-là,
les petits artisans, les petits commerçants, on peut les faire vivre. Et c'est là qu'intervient aussi la solidarité nationale et des mesures de justice, y compris par rapport aux entreprises. On a des grands groupes qui font des super profits. Il faut taxer ces super profits. C'est moins vrai pour les petites entreprises. Mais c'est pour ça qu'il faut être aussi un petit peu pragmatique. Ces super profits. On sait très bien aussi que cette approche keynésienne a des effets négatifs, notamment inflationnistes. On a vu ça notamment en 1980, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui est vite revenu sur cette approche-là. Alors justement, mais c'est là qu'il y a une différence avec 1982-83, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inflation qui est également spéculative, ce qui était moins le cas en 82, pardon. Donc la mesure est intéressante, d'autant plus qu'elle est au moins provisoire. C'est-à-dire qu'il faut régler à la situation d'urgence. Il faut bloquer les prix, permettre aux gens de respirer davantage, augmenter les salaires en indexant les salaires sur l'inflation. Et après, avoir des mesures de justice au sein des entreprises, c'est-à-dire qu'on va taxer les super profits. Les super profits, c'est quoi? Ça concerne à peu près 200 entreprises, 200 grandes entreprises à l'échelle nationale. Donc ça touche pas le commerçant, ça touche pas le boulanger, ça touche pas le petit artisan. Derrière, il faut peut-être constituer un fonds pour permettre de venir en aide à ces petites entreprises-là. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de solidarité. On va taxer davantage les entreprises qui se sont, excusez-moi du terme, mais qui se sont gavées durant la crise sanitaire. Vous savez, Total, en Corse, c'est 3,5 millions de chiffre d'affaires, de bénéfices, en Corse, sur la période 2021, alors qu'on était en pleine crise Covid. Et c'est un bénéfice qui est record par rapport aux années précédentes. On est à plus 30% par rapport à 2020 et à plus, je crois, 10% par rapport à 2019. Donc tout ça pour vous dire que cette inflation, eh bien, il y a des grands groupes qui, eux, en bénéficient, en profitent. Et à l'inverse, vous avez tout à fait raison de me faire remarquer que les petits commerçants, les petites entreprises, le tissu en Corse, c'est les TPE, les PME. Et on a besoin de leur venir en aide. Et justement, donc, on retombe sur la deuxième partie de votre démonstration. Le blocage des prix, ça peut être l'affaire du gouvernement, en effet. Mais l'augmentation des salaires, c'est aussi et surtout l'affaire des entreprises. Et en Corse, c'est aussi et surtout l'affaire d'un tissu de petites entreprises, voire de très petites entreprises, qui, là aussi, peuvent avoir de la difficulté. Un artisan, augmenter le salaire des 2 ou 3 ouvriers qui sont avec lui. Et encore là, on parle d'une grosse structure, parce que la majorité, c'est une structure à une seule personne. Comment il fait celui-là pour augmenter le salaire de celui qui travaille avec lui et augmenter son salaire à lui aussi? Hormis le SMIC qui est décidé, le niveau du SMIC qui est décidé par l'État, mais ensuite c'est aux entreprises de l'assumer. Tout à fait, sauf s'il y a la mesure d'indexation des salaires, parce que là, dans ce cas-là, ça nous permet d'avoir un levier sur l'ensemble des salaires. Mais je reviens à votre question. En Corse, en effet, 50% des personnes, des salariés, sont au SMIC. Donc déjà, la mesure d'augmentation du SMIC que l'on proposait à l'échelle nationale à travers la gauche rassemblée, eh bien, elle touche principalement ces personnes, encore celles qui gagnent le SMIC. Donc on permet, encore une fois, à ces personnes de vivre plus dignement et donc de consommer. Également, il faut inciter les gens à consommer localement. C'est là qu'on va y retrouver que le petit entrepreneur de la TPE ou de la PME va s'y retrouver. Autre chose, il faut... Je vais juste terminer sur un truc, c'est qu'il y a quand même, aujourd'hui, sur les plus bas salaires en France, notamment sur le SMIC et jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il y a des exonérations de cotisations. Donc ça permet aux petites entreprises de survivre dans ces périodes où on va taxer d'abord les grandes et permettre aux petites de survivre et d'avoir davantage de... Vous êtes pour augmentation des salaires contre baisse des charges ? Alors non. Non, parce que les charges, c'est également ce qui nous permet... Non, mais il y a des baisses des charges qui existent déjà. Je ne vous dis pas qu'on va revenir dessus. Elles existent déjà sur les bas salaires. Donc ça, dans le cadre dans lequel on est, dans l'urgence dans laquelle on est, je ne sais pas s'il faut y toucher. Je ne pense pas. Parce que justement, les petites entreprises vont peut-être avoir besoin de conserver ces exonérations pour payer leurs salariés. Mais sur les grandes entreprises... les charges, il faut peut-être y réfléchir. Les charges, c'est quoi? D'ailleurs, on parle de charges, ce sont des cotisations sociales patronales. Il faut expliquer ce que c'est quand même. Parce que souvent, on a l'impression que c'est la solution à tout. Il faut baisser les cotisations, mais c'est du salaire. C'est du salaire, les cotisations. C'est ce qui nous... Exactement. C'est ce qui nous permet d'assurer notre modèle social. La retraite, les assurances chômage, l'assurance maladie, la caisse accident de travail, maladie professionnelle. Voilà à quoi ça nous sert, ces cotisations sociales. Et je veux faire entendre aussi aux personnes qui nous écoutent que c'est leur salaire, cette cotisation. Il ne faut pas y toucher. On nous propose, on prévoit un projet de réforme des retraites, avec peut-être une augmentation de l'âge de départ à la retraite à 64, 65 ans. Édouard Philippe avait proposé pendant les législatives 67 ans. Voilà, si on baisse les cotisations sociales patronales, alors que des
grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne peuvent se permettre de les payer et ça ne leur pose pas de problème, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on ait la retraite à 65 ans, 66 ans dans quelques années. Donc il faut conserver ces acquis, c'est de l'acquis social, la cotisation sociale et patronale. Mais il faut permettre en effet aux petites entreprises de respirer. Pour y arriver, l'État ne peut pas imposer aux petites entreprises, aux entreprises tout simplement du privé, l'augmentation des salaires. Il faut une conférence sociale, d'après vous, comme l'a proposé d'ailleurs Marine Le Pen. Alors, une conférence sociale, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que dans les entreprises, on permette la négociation collective, parce que c'est comme ça qu'on augmente les salaires. On peut faire des conférences. Ce qui est intéressant, ce qui nous permet de jouer sur la grille des salaires, c'est la négociation collective. Négociation collective que d'ailleurs tous les projets de loi ont eu à cœur de réduire, de minimiser. Par branche au niveau national, parce que la CFDT est plutôt favorable à une négociation par branche, alors qu'on le voit bien, la CGT, c'est des grèves nationales interprofessionnelles. Qu'est-ce qui marche le mieux ? Le souci, c'est qu'il y avait un principe qui était, lorsqu'on négocie à l'échelle nationale, on a un certain nombre d'acquis. Lorsqu'on descend dans la branche, on ne peut pas aller vers le moins 10 ans de ce qui a été négocié au niveau national. Et quand on va dans l'entreprise, on ne peut pas aller en deçà de ce qui a été négocié au niveau de la branche. Ça, c'était un principe qui était valable encore jusque sous le mandat Hollande et qu'il a pris soin de détruire. Aujourd'hui, il faut peut-être revenir à ce principe, permettre une négociation au niveau national et après, en effet, permettre dans les branches, aux syndicats représentatifs, de négocier et d'aller peut-être au-delà de ce qui est négocié au niveau national. Donc oui, il faut la négociation, de toute façon elle doit se faire à toutes les échelles. Mais évidemment que si on constitue un socle, un socle au niveau national, c'est déjà une garantie. Après, libre aux syndicats et aux groupes représentatifs dans les branches, dans les entreprises, de négocier également, mais avec ce socle qui est posé au niveau national. Alors, dans le courant de l'année 2023, viendra le débat sur la réforme des retraites. Macron a déjà annoncé l'augmentation de la durée du travail, certainement 64, peut-être 65 ans. Vous y êtes, j'imagine, comme les syndicats, résolument hostiles. Pour autant, est-ce qu'il faut réformer ce système des retraites et comment ? Alors, nous, on avait une grande proposition qui, je crois, était une proposition de justice, une proposition en faveur des travailleurs, des plus précaires, mais globalement de tous ceux qui travaillent et des futurs retraités par conséquent. C'était de revenir à la retraite à 60 ans. Elle est aujourd'hui à 62 ans, il faut dire de quel point on parle. C'est toujours votre revendication. C'est toujours, bien sûr, c'est toujours notre revendication. Je dis c'était parce que c'est ce qu'on avait avancé, notamment à l'élection présidentielle, aux élections législatives, etc. Aujourd'hui, la retraite est à 62 ans avec 43 annuités. Nous, on propose de revenir à 60 ans avec 40 annuités, sachant que quand on parle de cela, moi par exemple, j'entends exercer la profession d'avocat. Ce sont des professions où on va déjà au-delà. On va déjà à 65 ans, 64 ans. Donc ça ne nous concerne pas. Vous avez aussi une caisse autonome. On a aussi une caisse, c'est vrai, autonome. Voilà. Il faut le dire. Mais je prends l'exemple des avocats, mais pas que. Avocat ou pas, si vous rentrez dans la vie professionnelle active autour de 23 à 24 ans, même avec 40 annuités, vous finissez à 62. Exactement. Et c'est pour ça que la mesure que l'on propose, 60 ans, 40 annuités, ça concerne les personnes qui sont déjà dans la vie active à 20, 21 ans, qui travaillent, qui ont souvent les métiers qui sont des métiers manuels et qui sont souvent les plus pénibles. Donc ce sont des mesures de justice pour permettre aux personnes de pouvoir aller à la retraite de manière plus tôt et également profiter de la vie. Parce que c'est ça le grand absent du débat des retraites, c'est qu'on se dit on peut travailler jusqu'à 62 ans, puis 65 ans, puis 67 peut-être. Mais c'est quoi la retraite ? C'est l'antichambre de la mort ? C'est tout ? Ou 60 ans, c'est peut-être aussi le temps de s'arrêter, de souffler, de profiter des petits-enfants ou de la vie. Vous savez, moi j'ai un père qui est à la retraite. Eh bien, depuis qu'il est à la retraite, il s'engage dans des œuvres caricatives, il profite. Parce qu'on peut aussi aller peut-être faire... Est-ce que c'est possible un système pareil ? Est-ce que vous dites la retraite à 60 ans uniquement dans un seul pays, c'est-à-dire la France ? Quand on sait qu'aujourd'hui l'économie elle est mondiale, oui. Et on vous rétorquera que oui, face à la concurrence, c'est donner un mauvais coup à l'économie. Je ne suis pas certain, parce que si on permet aux personnes de partir à la retraite plus tôt et avec des retraites décentes, c'est aussi les retraités qui, de manière générale, consomment davantage, qui vont peut-être aller au marché plutôt que d'aller en grande surface. Et donc, c'est là qu'on retrouve un petit peu de cohérence. Oui, on prend peut-être le contre-courant de ce qui se fait au modèle européen, au niveau européen, mais c'est peut-être là que c'est intéressant d'y réfléchir, de se dire qu'en effet, que font les retraités ? Vous êtes sur un débat philosophique, mais le débat comptable, pourquoi tous les autres pays européens, la moyenne de l'Union européenne c'est 65 ans, mais l'Allemagne c'est 67, l'Italie c'est 67, la Belgique, dont vous parliez tout à l'heure, veut aller au-delà de 67. Quelles sont les particularités françaises qui voudraient que nous revenions à 60 ans ? Alors, deux choses.
Le débat comptable, vous avez raison de le pour sauver le système, parce qu'aussi... Non, pas pour sauver le système. Il faut, non, je parle du système des retraites. Hein, le système, oui, non, mais bien sûr. Mais on s'est bien compris là-dessus. Mais aujourd'hui, la retraite qu'on nous propose, quelle est la principale motivation ? Faire 8 milliards d'euros d'économie. C'est la principale motivation du gouvernement, c'est de faire ces 8 milliards d'euros d'économie. Moi, je pense qu'on peut réformer, si on veut, le système de retraite. En tout cas, on peut le réformer de la manière dont je le propose, et dont la gauche le propose. Mais on avait d'ailleurs avancé un certain nombre de propositions, comme l'égalité homme-femme, qui permet, avec une augmentation des cotisations sur les salaires, de engranger davantage 6 ou 7 milliards d'euros qui financent la retraite. Donc on a également cette comptabilité qui est à prendre en compte. Moi, faire 8 milliards d'euros d'économie, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, je comprends bien que c'est l'Europe qui l'impose, puisqu'on est dans des logiques de politique d'austérité, dans des logiques de politique où, que ce soit sur le service public, que ce soit dans la caisse retraite, sur tous les sujets, le but, c'est de limiter les dépenses. Et on le voit bien aujourd'hui, regardez les services publics, ils reculent partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez avoir accès à un service public, il faut déjà un ordinateur. Voilà, ça c'est la base. Donc, alors que le service public, l'idée principale, c'est la proximité, c'est que les personnes puissent se déplacer. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc oui, en effet, la principale motivation du gouvernement, c'est de faire des économies. Eh bien moi, je pense qu'on ne fait pas des économies sur le dos des retraités. Je pense qu'on ne fait pas des économies sur la vie des gens. Parce qu'il faut également dire qu'à 62 ans, il faut pouvoir les verser. Il faut des travailleurs qui sont déjà morts. Donc il faut le dire quand même. Quand on parle de 62 ans, on parle de personnes. Et on parle de personnes qui souvent, et on connaît tous dans notre entourage, des personnes qui à 60 ans ne sont déjà plus là, qui ne profiteront jamais de leur retraite. Je suis désolé de le dire comme ça, avec peut-être beaucoup de passion, mais il faut dire aux gens ce que c'est. Il faut dire aux gens ce que c'est et ce qu'on propose. C'est pas par rapport à l'évolution de la vie qu'on propose ces retraites, c'est pour faire des économies. C'est-à-dire que dans le projet de loi du gouvernement, nous sommes des chiffres. Nous ne sommes pas des vies. Et la retraite à 60 ans dont vous parlez, et à 40 annuités, c'est un système universel. C'est-à-dire que c'est la fin des systèmes spéciaux. Je crois qu'il y en a une quarantaine en France. On a ça, c'est à réfléchir de manière générale. Il y a des systèmes spéciaux, notamment la caisse d'avocats, qui en effet est plutôt excédentaire. Il faut y réfléchir de manière globale. Je n'aurai pas une réponse spécifique à vous apporter sur ce sujet-là. Mais en effet, si on peut permettre à tout le monde d'avoir 60 ans, 40 annuités, c'est bénéfique pour tout le monde, je crois. Alors on avance un peu, on aborde l'aspect politique. Alors c'est la NUPES qui s'est imposée comme la nouvelle force de gauche, mais avec des différences profondes en son sein. Est-ce qu'une démarche pareille a finalement vocation à gouverner ? Dans l'opposition, c'est plus facile de s'unir, on est contre un gouvernement. Au pouvoir, c'est différent. Il y a des différences sur le nucléaire, le programme économique, la politique internationale. Est-ce que c'est crédible, cette démarche ? Oui, je crois. Déjà, il faut rappeler une chose, c'est que la NUPES, à l'échelle nationale, la gauche unie, a permis un espoir à gauche. Et c'est entendu, non pas entre partis, ce ne sont pas des accords simplement électoraux et partisans, je crois qu'il y a eu un accord sur un certain nombre de propositions, sur ce qu'on pourrait appeler un programme de gouvernement. Je crois qu'il y avait 600 mesures, un chiffre de cet ordre-là, sur lequel les partis s'étaient engagés et étaient prêts à gouverner sur la base de cet accord-là. Donc non, je pense que ça a vocation à perdurer. Avant tout électoral, non ? C'est surtout une coalition électorale. Le but, c'était évidemment d'être une force de proposition. Parce qu'on a bien senti qu'entre les Verts, entre les socialistes, les communistes et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas non plus le grand amour. Hein. Alors, il y a deux débats. Il y a le grand amour, il y a les égos. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de vous dire que ce qui m'intéresse... C'est d'ailleurs un paradoxe, parce que vous êtes présenté 2 fois aux législatives, vous aviez face à vous un candidat communiste chaque fois. Oui, tout à fait. Parce qu'encore, on pourra en parler si vous voulez. Je sais que ça va être le sujet, mais encore, c'est encore un petit peu spécifique, qu'il n'y avait pas la NUPES en Corse. Là, donc sur la NUPES, il y a les égos, il y a les amours-propres de chacun. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui intéresse les gens d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur quelle base on se rassemble. Mais même au niveau du programme, vous avez les communistes qui sont pro-nucléaire, Mélenchon qui est contre, les socialistes étaient contre la retraite à 60 ans, ils voulaient maintenir à 62 ans. Il y a quand même de gros problèmes vis-à-vis de l'Europe, n'en parlons pas. Il y a des différences de vues énormes. Il n'empêche qu'on a réussi à s'entendre sur un programme que j'appelle de gouvernement. Il y a des divergences. Il y a des divergences. Mais est-ce que c'est pas finalement le propre de la vie aussi d'avoir des divergences, de permettre de se rassembler à gauche et d'avoir des divergences, d'échanger sur un certain nombre de sujets. À l'évidence, y compris avec des personnes qui appartiennent à Insem Amank, on peut avoir des divergences. Mais ce qui fait la force de la gauche,
c'est qu'elle est capable de débattre, de dialoguer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, eh bien, on a peut-être fait tomber un petit peu ces clivages. On siège dans un grand intergroupe qui s'appelle la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. On est en mesure de se dialoguer. Après l'appréciation de chacun sur les projets de loi qui sont présentés, elle doit exister. Il y a des divergences aujourd'hui dans l'opposition. Il y a des divergences qui commencent à se faire jour. Elles se sont fait jour notamment sur le vote des motions de censure déposées par LFI, parce qu'à un moment donné aussi, il faudra le dire tout à l'heure peut-être, des voix du Rassemblement national qui sont portées dessus. Les communistes, oui, Fabien Roussel en particulier, les socialistes et les écologistes tendance Yannick Jadot se sont un peu désolidarisés de la manière de s'opposer du groupe de la France Insoumise. Pour prolonger la question, vous député, vous auriez voté cette motion de censure soutenue par le Rassemblement national, notamment la dernière ? Non. Non, je pense que, et d'ailleurs c'est très clair, hein, les députés de gauche n'ont pas voté la motion de censure déposée par le Rassemblement national. Non, je parle de celle déposée par la LFI. Oui. Ah oui, bien sûr, vous l'auriez voté. Bien sûr, avec la gauche... Malgré l'apport des voix du Rassemblement national. Mais, écoutez, la démocratie, c'est une chose. On présente une motion de censure. On en a présenté 4 d'ailleurs. Dans laquelle on inscrit précisément que les idées de l'extrême droite sont un danger et qu'on s'oppose au gouvernement et à l'extrême droite. Si les députés Rassemblement national viennent voter cette motion de censure... Mais les députés Rassemblement national vous disent qu'ils ne sont pas d'extrême droite. Pourquoi n'avez-vous pas laissé une mention, par exemple, disant que l'immigration était positive ? Mais c'est ce que... Excusez-moi, mais on peut débattre sur les termes. Quand on dit que l'extrême droite est un danger, je pense que c'est très clair. Après, mais sur l'immigration, je vais terminer là-dessus. L'extrême droite, elle pense ce qu'elle veut. Si elle a envie de voter les motions de censure de la gauche, elle les vote. Je n'ai aucune appréciation à faire là-dessus. Le schéma, il est clair aujourd'hui. La gauche n'a pas voté la motion de censure présentée par le Rassemblement national. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Ensuite, on ne va pas aller discuter de qui a voté la motion de censure de la gauche, qui est venu la voter. C'est pas intéressant. Sauf un député insoumis qui a quand même voté la motion de censure du Rassemblement national. Si on veut. Mais est-ce qu'on va faire un débat sur le député insoumis quand Jean-Luc Mélenchon déclare sur son blog, on a éliminé les éléments répulsifs de notre motion pour qu'elle puisse être votée. Ça ne vous dérange pas ? Mais non, puisqu'on s'oppose à un gouvernement. La motion de censure, c'est quoi ? C'est censurer le gouvernement et sa politique. Nous, quand on fait une motion de censure, on s'oppose au gouvernement. C'est une déclaration d'intention politique aussi, d'argumentation politique aussi, une motion de censure. Hein. Oui, alors, 2 choses. Je reviens sur cette idée. Quand on veut censurer un gouvernement, on s'oppose à la politique du gouvernement. Je peux comprendre qu'en effet, le Rassemblement national s'oppose également au gouvernement. Mais il faut dire une chose, nous sommes opposés en tout point au Rassemblement national. Et nous n'allons pas faire un débat sur la question de savoir pourquoi le Rassemblement national a voté ces motions de censure. La preuve, c'est qu'on est en train d'en parler alors qu'on peut peut-être parler de l'utilisation du 49.3 qui a été utilisé à 4 reprises désormais. Est-ce que ça pose pas un problème démocratique, ou est-ce que le problème démocratique, c'est simplement le Rassemblement national qui vient voter des motions de censure ? D'ailleurs, il a tout gagné, le Rassemblement national, quand il fait ça, parce qu'il nous permet d'en parler, et pendant des semaines, on nous parle du Rassemblement national, de la gauche qui serait en difficulté. Non, la gauche n'est pas en difficulté lorsqu'elle dépose des motions de censure et qu'elle les vote. D'autres personnes les votent, ils font ce qu'ils veulent. La prédominance de LFI au sein de la NUPES, est-ce que ça vous pose un problème, la prédominance de LFI ? Parce qu'on a l'impression qu'elle joue un peu le rôle du Parti communiste à l'époque de l'Union de la gauche, où elle pesait tellement sur la gauche que finalement elle empêchait d'accéder au pouvoir. Alors moi je pense que... Et qu'il a fallu une inversion du rapport de force pour que ça se passe. Je pense que dans ce rassemblement de la gauche, il y a un besoin qu'il n'y ait pas d'hégémonie. Il faut être en mesure de se parler, de dialoguer, d'avoir des divergences sur certains points. Mais moi, effectivement, on a trop pâti en Corse d'une espèce d'hégémonie qu'il y a pu avoir. Donc, on va y arriver. Donc, évidemment, je vais vous dire qu'il faut que la NUPES continue telle qu'elle a été lancée. Il faut qu'elle continue dans sa force d'opposition. Je vous fais remarquer 2 choses, c'est que quand même, on peut dire ce qu'on veut sur la NUPES, n'empêche qu'il y a un travail parlementaire qui est rigoureux. Il y a eu une proposition de commission à l'Assemblée sur l'assassinat d'Yvan Colonne. Il y a des motions de censure qui sont déposées. Il y a des projets de loi sur les superprofits qui sont déposés. Donc il y a un travail qui est rigoureux. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'à côté de ça, d'ailleurs, soit dit en passant, est-ce qu'on a l'idée d'un projet de loi qui a été proposé par le Rassemblement national ? Ou est-ce qu'ils sont simplement là pour voter des motions de censure et mettre en difficulté tout le monde parce qu'on est obligé de s'expliquer sur ce qu'ils font ? Ils n'ont rien proposé, eux, depuis qu'ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Nous, j'appartiens à un camp, la gauche, qui doit être en mesure de dialoguer, de discuter, de refuser toute hégémonie, mais qui également propose un travail parlementaire qui, je crois, est rigoureux et sérieux.
Alors, on en vient à la deuxième partie de l'émission, la situation de la gauche en Corse. Alors, pas très favorable, plus d'idées propres, pas de renouvellement des hommes, allez, à votre exception peut-être, une absence totale sur le terrain, avec quand même une présence des vieilles structures politiques qui existent toujours, mais sans aucun dynamisme. Et c'est pourtant, paradoxe, la gauche qui a fait évoluer les statuts de la Corse, les réformes institutionnelles, le Parti socialiste, essentiellement. Il a bien mal été récompensé d'ailleurs de son action dans l'île. Alors avant d'aborder la situation de la gauche aujourd'hui, un petit retour avec ce sujet de Marc-Antoine Renucci. Si la Corse est souvent décrite comme une terre de droite, cela n'a pas empêché la gauche de connaître plusieurs moments de gloire sur l'île. L'un des plus marquants est celui de la libération et de l'immédiate après-guerre avec la forte poussée du Parti communiste. Auréolé de son statut de parti de résistant, avec des figures comme Jean Nigoli, le PC remporte, sous la bannière du Front National, 189 communes sur les 320 que compte alors la Corse en 1945. Mais dès 1947, l'état de grâce est terminé. Le parti perd 76 de ses municipalités, en raison, entre autres, des liens que la direction nationale entretient avec Moscou. À gauche, c'est alors le mouvement radical qui va dominer le jeu électoral, surtout dans le nord de l'île. Deux grandes familles incarnent cette hégémonie, les Tsukarelli à Bastia et les Giacobbi dans le rural. Malgré l'enracinement profond de la droite et la montée du mouvement autonomiste, la gauche tire son épingle du jeu électoralement, notamment au niveau municipal et départemental. Symbole de cette réussite, Bastia, où une alliance entre radicaux de gauche et communistes dirige la ville de 1968 jusqu'à 2014. Cette politique d'union de la gauche permettra même de ravir Ajaccio à la droite. Le social-démocrate Simon Renucci, allié aux communistes, restera maire de ce bastion conservateur et bonapartiste durant plus de 13 ans. Au plan départemental, le Conseil général de Haute-Corse demeurera tout au long de son existence une place forte de la gauche, à travers la domination de la famille Giacobbi et de ses alliés. 40 ans de suprématie, entrecoupés d'un intermède de 6 ans, jusqu'à sa disparition en 2017. Si la gauche est souvent parvenue à s'unir, et donc à peser au niveau local, ces divisions l'ont parfois empêché de s'imposer au plan régional. En tout et pour tout, la gauche est restée seulement 7 ans à la tête de la région. Une première fois de 1982 à 1984, à l'occasion de l'élection du premier président de l'Assemblée de Corse. Le radical Prosper Alphonse y profite des divisions à droite pour ravir le fauteuil. Puis une deuxième fois en 2010, où cette fois-ci, l'ensemble de la gauche décide de s'allier lors du fameux conclave de Venaco. Paul Giacobbi devient alors président de l'exécutif et Dominique Bouquin y récupère la présidence de l'Assemblée. En 2010, la gauche est aux responsabilités à Bastia, à Ajaccio, en Haute-Corse et donc à la région. Mais cette dernière victoire, qui aurait dû représenter l'apothéose de ce courant d'idées, en sera finalement son chant du cygne. Perte d'Ajaccio et même de Bastia à l'occasion des municipales de 2014. Puis défaite à la région l'année d'après. Les raisons sont conjoncturelles, avec des dissensions au sein de la majorité de gauche à l'Assemblée, mais aussi structurelles, avec une érosion durable de l'électorat de gauche, élection après élection. Cette érosion va se transformer rapidement en déclin électoral, souvent au profit du mouvement nationaliste. Depuis les territoriales de 2017, et encore plus clairement depuis celles de 2021, l'hémicycle de l'Assemblée de Corse ne compte plus aucune formation se réclamant de la gauche. Les années fastes de la libération paraissent bien loin. Alors, on a vu ces difficultés de cette gauche. Alors, le 15 mai dernier, dans un entretien à Corse ce matin, vous déclariez à propos de la gauche corse, je vous cite, il y a une volonté de rester dans les traditions électorales anciennes qui empêchent de s'adresser à tous. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ? Alors, je pense deux choses sur la gauche en Corse. La gauche en Corse a été minée d'une part par un phénomène qui a été national, qui est la social-démocratie. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à une gauche qui finalement a appliqué une politique de droite. L'exemple le plus courant, le plus concret, je pense, pour tout le monde, c'est le mandat de François Hollande. Voilà. C'est-à-dire qu'on a été élu en 2017, enfin, en 2012, François Hollande a été élu sous l'étiquette du Parti socialiste et a finalement mis en place une politique de droite pendant 5 ans. Ça, déjà, c'est un constat qui amène les électeurs de gauche à se dire que finalement, et c'est légitime, à la gauche, la droite, c'est pareil. Ça, c'est un constat qui est vrai, mais moi, mon rôle, c'est de dire que la gauche, c'est pas ce qu'on a eu. François Hollande. Voilà, oui, tout à fait. Mais bon, moi, j'ai connu que lui, c'est pour ça aussi. La gauche n'est pas François Hollande. La gauche, c'est pas la social-démocratie qu'on a connue pendant des années, voire des décennies. La gauche en Corse, elle a été minée donc par cela, mais également par le clanisme.
Elle a été minée par, à un moment donné, un clan qui a eu la main mise sur la gauche et qui, en même temps, n'a pas appliqué les mesures sociales qu'elle revendiquait. Donc je pense qu'il faut sortir de ces logiques-là et il faut arriver à une gauche qui soit en mesure de dialoguer et de s'entendre sur un certain nombre d'accords, comme ça a été fait à l'échelle nationale avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et être en mesure de changer tout simplement la vie des gens. Et pourquoi ça ne marche pas? Vous parlez entre vous, ici, entre formations de gauche, entre socialistes, communistes, insieme a manca. Alors oui, on essaye au maximum, et je vais vous dire quelque chose. Donc j'ai parlé en début d'émission de ce collectif, Juventude Manca. Juventude Manca, c'est quoi? C'est des personnes de ma génération, jusqu'à une trentaine d'années, des jeunes globalement, qui sont de tous bords politiques, et je vais vous faire remarquer que dedans, il y a 5 anciens candidats aux législatives, dont moi, donc de la France Insoumise, du Parti communiste et d'autres. Il y a dans ce collectif Juventude Manca des personnes qui se sentent représentées par la mouvance nationaliste, mais qui ne font pas de la question sociale une question subsidiaire, et donc qui se sentent à gauche. Il y a dans ce collectif des personnes qui sont membres des mouvements LGBT ou des mouvements féministes. Il y a des personnes qui se sentent à gauche mais qui ne se sentent représentées par personne. Donc tout ça pour vous dire que la génération à laquelle j'appartiens, on a réussi à faire tomber un certain nombre de cloisons qui ne nous permettaient pas de discuter. Et aujourd'hui, dans ce collectif d'une centaine de membres, on se rend compte qu'on est en mesure de dialoguer et on se rend compte surtout qu'on est d'accord sur l'essentiel. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que, y compris à toutes les générations, on soit en mesure de reproduire cela. On soit en mesure de dialoguer, de s'entendre sur un certain nombre d'horizons communs et un jour d'exercer le pouvoir, en tout cas d'être une force de proposition concrète. Le ciment de cette gauche radicalo-communiste, disons depuis la libération, depuis les années 60, ça a été l'antinationalisme et l'opposition plus ou moins affichée à toute évolution institutionnelle. Est-ce que la reconstruction de la gauche aujourd'hui, elle passe en tenant compte de ces choses-là, il faut en tenir compte, ou alors il faut rompre définitivement avec cette démarche? La reconstruction de la gauche aujourd'hui, notamment en Corse, on a besoin d'être au plus près des problématiques locales. Et donc on a besoin d'une gauche qui soit en phase avec la réalité du local, avec les problématiques du local. Et en même temps, une gauche qui ne soit pas coupée du national. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit décider, et ça c'est valable pour tout, et pour toutes les régions, on doit décider au local des prérogatives que l'on a au local. Et en même temps, on doit avoir un droit de regard sur ce qui se passe au global. En gros, ce qu'il faut construire, c'est une gauche qui va du local au global. Donc en Corse, on a besoin de parler, et moi je suis pour qu'on ait une gauche qui soit partie prenante à tous les sujets, et qui décide au local des orientations que l'on doit prendre sur les sujets locaux. On ne doit pas se faire dicter nos programmes, nos prérogatives par des mouvements qui sont au national. On peut avoir des liens avec le national, c'est nécessaire. Je pense à la France Insoumise, au Parti communiste, qui évidemment sont des mouvements nationaux, mais moi je pense qu'on ne doit pas se faire dicter un programme par le national. Et le rapport avec les nationalistes, ou avec la démarche nationaliste? Le rapport avec la démarche nationaliste aujourd'hui... Est-ce que vous vous situez dans une démarche antinationaliste comme était la gauche radicale et puis aussi communiste, ou alors est-ce qu'il y a une évolution que vous pourriez avoir sur Je crois qu'il n'y a pas à être hostile contre les nationalistes ou pour les nationalistes. Moi, ce que j'attends des nationalistes, c'est une clarification. Déjà, sur leur programme, sur leur projet de société. Est-ce qu'ils se situent à gauche? Est-ce qu'ils se situent à droite? Est-ce qu'ils sont dans une rupture avec le système tel qu'on le connaît? Moi, c'est ça que j'attends. Il y a beaucoup de nationalistes qui se disent de gauche, avec qui je partage énormément de points de vue. Il y a des nationalistes qui sont plus à droite, et c'est souvent ceux qui dirigent, avec qui je ne partage pas grand-chose, parce que finalement, c'est en même temps d'Emmanuel Macron, mais à l'échelle locale. Ça ne m'intéresse pas. Donc je pense qu'il faut savoir discuter avec des personnes nationalistes ou non, mais qui se sentent représentées, qui se sentent appartenir à la gauche. Ce que vous décrivez là, ça ressemble davantage à une gauche associative qu'à une gauche franchement politique. Oui. Et je crois que la politique a besoin d'incarnation aujourd'hui. Bon, l'international dit ni Dieu, ni César, ni tribun. Aujourd'hui, on ne voit pas de figure tutélaire émerger. On a vu l'autre jour le parti radical de gauche qui s'exprimait en la personne d'Émile Zuccarelli. Bon, je pense qu'il a eu sa période de gloire, mais il est peut-être pas tout à fait de ce temps aussi. Est-ce que ce problème d'incarnation de la gauche aussi, il fait pas défaut en Corse? Alors peut-être, mais déjà un point sur ce tissu associatif, moi je pense qu'il est essentiel à la gauche. Et d'ailleurs dans le collectif jeune que nous avons monté, c'est l'ADN finalement de ce collectif. C'est qu'on crée des liens, on crée des liens avec toutes. D'ailleurs, c'est très
très intéressant parce que pour pouvoir participer de la politique, les plus experts dans un certain nombre de sujets sont les associations. Elles ont beaucoup d'éclairage à nous apporter sur un certain nombre de sujets, notamment pour nous, déjà, moi, premièrement, je suis jeune, deuxièmement, j'ai jamais eu de mandat électif. Donc, je suis un petit peu en dehors de la politique au sens politicienne du terme. Donc, ces associations-là nous apportent des éclairages. Et moi, je tiens à une gauche qui soit citoyenne et qui soit en corrélation avec le milieu associatif. Après, sur l'incarnation, peut-être qu'une personne, ou pas, d'ailleurs moi je ne suis pas pour l'incarnation d'une personne, mais peut-être qu'une tendance ou un certain nombre de personnes, une liste, peut se dégager de cette gauche-là qui est à la fois associative, à la fois politique. Juste une précision, c'est à propos de la démarche de LFI. Alors vous étiez proche de LFI, vous n'y êtes plus, mais vous y étiez proche. Ce parti assume le fait d'enjamber, on dit comme ça, les élections locales. La dimension nationale législative, pour elle, prime tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche-là? Moi, je pense qu'il faut mener le combat à toutes les élections, mais d'ailleurs pas qu'aux élections, il faut mener le combat qui est un combat quotidien. Donc après, bon, sur la France Insoumise, je ne vais pas m'exprimer, c'est leur stratégie. Moi, même si je suis très proche de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale et INSEM à Manque, on est rattaché au mouvement Ensemble qui appartient à la nouvelle Union Populaire, donc je me sens représenté par cette NUPES. Après, sur Vos rapports se sont améliorés avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a quelques années, il y avait des problèmes, des divergences. Nos rapports sont courtois. Nous, on discute surtout avec les personnes qui sont à la France Insoumise en Corse, puisqu'on est dans cette démarche-là, de discuter des projets pour la Corse, de discuter également des projets pour le national, mais on est en rapport direct avec les personnes qui reprennent la France Insoumise en Corse. Donc oui, on a des bons rapports, on est en mesure de dialoguer, et moi je souhaite que ça s'étende à toutes les générations. Je souhaite qu'en Corse, on soit en mesure de faire, je ne sais pas si l'idée est bonne, mais une sorte d'assemblée citoyenne de la gauche, où enfin on puisse être une force de proposition. Les États généraux de la gauche en Corse. Peut-être les États généraux de la gauche en Corse, mais qu'en tout cas en Corse, puisqu'il n'y a pas eu de NUPES, qu'on puisse se retrouver, se rassembler, dialoguer, être force de proposition, aller rechercher un électorat qui a pu être séduit par Gilles Siméone et qui aujourd'hui est en pleine désillusion. Juste pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, la structuration de la gauche en Corse, ça doit être quoi? Une structure autonome ou alors la déclinaison de partis nationaux? Alors justement, moi comme je suis dans une démarche de rassemblement, je pense que tout le monde y a sa place, que ce soit des déclinaisons d'une démarche nationale ou des gauches locales. Je pense simplement que ce sur quoi il faut s'accorder, c'est sur un projet. Non, mais dans un rassemblement, comme c'est le cas des jeunes que nous avons fait, il y a les deux. Et on se rend compte que c'est absolument pas un frein. Au contraire, c'est même c'est facteur de beaucoup d'énergie. Et on a la possibilité de débattre sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets actuels, évolution institutionnelle, etc. Et on se rend compte que le fait d'être dans une démarche nationale ou purement locale, c'est pas un frein, on peut discuter quand même. Donc à mon sens, il n'y a pas réellement pas de réponse, mais il n'y a pas d'impératif sur cette question-là. On peut être de gauche, appartenir à un mouvement national et en même temps être au plus proche des problématiques locales. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins des personnes, aux besoins des gens qui vivent sur un territoire donné, avec les prérogatives de chaque collectivité. Alors venons-en aux choses concrètes concernant la Corse. Le dialogue Brinque-Ballan qui s'est ouvert en juillet, comment vous le percevez? Quelle est votre analyse? Alors, du dialogue, il en faut. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'avant d'ouvrir ce dialogue, il fallait peut-être dialoguer en Corse. Parce qu'aujourd'hui, on a une délégation qui monte à Paris, qui va dialoguer avec le gouvernement, mais on n'a pas dialogué avec les Corses. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on discute à Paris de la Corse. Mais les Corses n'ont pas été consultés, déjà sur... Mais montent les représentants des Corses. Oui, ils ont été élus en tout cas par les Corses. Non, ils ont été élus à la CDC, à l'Assemblée de Corse. À l'Assemblée de Corse. Ils n'ont pas été on n'a pas été consultés sur déjà engagé ou pas un dialogue. Bon, le dialogue, là, mais en toutes les l'occurrence, sensibilités sont représentées, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais ce que je veux dire, moi, c'est que à l'Assemblée de Corse, quand on vote pour une liste à l'Assemblée de Corse, on vote pour élire des gens qui vont traiter, par exemple, la problématique des déchets. On ne vote pas pour aller ouvrir un dialogue avec Paris. Donc, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, à l'Assemblée de Corse, il y a un certain nombre de personnes, c'est vrai, mais il y a un certain nombre de personnes qui, certes, sont ouvertes à ce dialogue. Moi, je pense qu'il était d'abord nécessaire de dialoguer avec les Corses, avec tous les Corses, qu'on discute avec les syndicats, avec d'autres partis qui, peut-être, ne sont pas représentés. C'est ce qui avait été annoncé, d'ailleurs, je crois. C'est ce qui avait été annoncé, mais monter avec un projet. Ça ne se fait pas. Et monter avec un projet, en tout cas, savoir ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, on a un dialogue, on le voit comme une page blanche, on ne sait pas ce qu'on va mettre dedans. Et moi, qui appartiens à la gauche,
sur le processus institutionnel, je suis très critique et si évolution il doit y avoir des garde-fous. C'est-à-dire que je ne veux pas d'un code du travail local. Je ne veux pas qu'on touche au service public, au statut des fonctionnaires au niveau local. Voilà, ça c'est des garanties que j'aimerais entendre. Sauf que pour les entendre, ces garanties, il faut d'abord dialoguer en Corse. Et personne n'a été consulté. J'aurais rêvé qu'on aille dans les villages. Vous vous souvenez, au moment des Gilets jaunes, il y avait eu des conférences, des grands débats qui étaient organisés à Côte-Sanne, etc. J'aurais aimé que, par exemple, les élus nationalistes ou les élus de l'Assemblée de Corse se disent « Allez, on va aller dans l'intérieur, on va discuter, on va savoir quelles sont les réelles problématiques des gens, et puis on va faire des doléances qu'on va remonter à Paris, et on va savoir de quoi on parle. » Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a donné une page blanche à des personnes qui discutent pour nous, et on ne sait même pas de quoi. Sur le dialogue qui est suspendu aujourd'hui, il y a une revendication sur la libération des prisonniers. Il faut libérer d'abord les prisonniers, puis ensuite reprendre le dialogue, ou alors tout ça, ça se règle à la fin? Votre vision là-dessus? Alors, moi déjà, on peut tous regretter le fait qu'il y ait des prisonniers. Et moi, on a toujours été pour une logique de rapprochement des prisonniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la double peine. Il y a des personnes qui sont là, c'est la libération aujourd'hui. Oui, c'est la question qui se pose. Mais déjà, il faut savoir ils ont été rapprochés, c'est vrai, à l'issue malheureusement d'émeutes et d'un drame. Donc c'est déjà, on peut s'en émouvoir, s'en alarmer. Nous, on a toujours été pour le rapprochement des prisonniers, de tous les prisonniers, parce que c'est une souffrance déjà pour la personne en prison qui purge sa peine, ce qui est tout à fait normal, mais pour la famille, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la personne, ils ne peuvent pas la voir, ça suppose de prendre l'avion, le bateau, de se déplacer, et ça c'est une double peine. Aujourd'hui, moi je serais tenté de dire que la question de la libération, je ne suis pas magistrat, donc elle ne m'incombe pas. Ce qu'on peut regretter, c'est le fait que le parquet fasse systématiquement appel des décisions de première instance qui ordonnent la libération. Vous pensez que la justice est indépendante ou? Oui, moi je pense que la justice est indépendante. Après, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je ne rentre pas, parce que d'un, je ne suis pas l'avocat dans cette procédure, deux, je ne travaille pas au parquet, trois, je ne travaille pas au siège. Donc je ne suis qu'extérieur à tout cela. Moi je sais que, un, la justice est indépendante, deux, il y a aussi le parquet l'est moins. Donc ça c'est un constat. Après c'est pas à moi de me prononcer. C'était dommage. Au plan politique, pour répondre à la question de Jean Vitus, est-ce que vous seriez favorable à une amnistie qui correspondrait à une libération des prisonniers dits politiques? On s'était prononcé à INSEM à Manquin sur cette question-là. On n'avait pas exclu la possibilité d'une amnistie en excluant les crimes de sang, mais d'une amnistie pour des personnes qui sont en prison pour des infractions à connotation politique. Et on n'avait pas exclu une amnistie. Oui, on doit y réfléchir en tout cas. Nous ne sommes pas fermés là-dessus, avec la limite que sur les crimes de sang, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça doit être un préalable à la poursuite des discussions? Non, moi je pense que ce n'est pas un préalable. La discussion est toujours nécessaire. Ça, c'est une ligne de conduite que l'on s'est donnée. La discussion est toujours nécessaire. Et aujourd'hui, on voit bien que le sujet est très important sur la libération de ces prisonniers-là. Mais on occulte aussi tout le reste, parce qu'en attendant, pendant qu'on parle de cela, on ne parle pas du projet. Et ça, je me demande si ça n'arrange pas certaines personnes. Sur les formes de la lutte, vous avez parlé des émeutes du début de l'année. Bon, la jeunesse s'est soulevée à ce moment-là. Oui. Où était la jeunesse de gauche? C'est la première question. Et tout récemment aussi, un groupe d'associations justement qui milite pour le sort des prisonniers a fait irruption dans l'Assemblée de Corse, interrompant les débats. Oui. Est-ce que c'est des moyens de lutte que vous soutenez, auxquels vous pourriez participer? Moi, je ne vais pas critiquer des moyens de lutte auxquels nous avons également recours à gauche. Les manifestations, les conférences, je ne vais pas aller critiquer cela. Et évidemment qu'il doit y avoir, d'ailleurs c'est le travail de ces associations-là. On davantage de l'intrusion à l'Assemblée de Corse. Aussi, voilà. Oui, sur l'intrusion à l'Assemblée de Corse, je suis un petit peu en difficulté, je ne sais pas exactement quoi vous dire là-dessus. Ça s'est passé, ça a arrêté une séance qui était en cours, elle a repris le lendemain, me semble-t-il. Bon, ce sont des choses quotidiennes de la vie politique, on ne doit pas s'attarder là-dessus. Ça permet de mettre ce sujet en débat. Après, moi, ce que je dis, c'est que dans le cadre du dialogue... Sur le principe, ça ne vous heurte pas? Non, je ne suis pas heurté par ce genre de méthode, j'allais dire. Hein. Bon, on peut regretter... Vous pourriez le faire à l'Assemblée nationale? Je sais pas, je ne suis pas dans cette démarche-là. Aujourd'hui, c'est pas... Il faut poser la question à ceux qui sont les principaux concernés. En tout cas, je ne suis pas choqué. Il y a d'autres choses qui me choquent davantage. C'est le fait qu'aujourd'hui, on est peut-être une jeunesse qui ressent un certain malaise en Corse, qui ressent le besoin de s'exprimer. Et je trouve ça très bien que la jeunesse en Corse s'engage sur tous les sujets que ce soit, s'engage pour ce qu'elle perçoit comme des injustices. Et le vrai sujet, il est là. Et moi, j'ai envie de dire à cette jeunesse-là qu'il faut lutter contre les injustices et aussi contre toutes les injustices. Donc, quand moi je parle d'injustice sociale, d'injustice fiscale, je pense qu'on doit se reconnaître dans ce dialogue-là. Et j'invite tous ceux qui perçoivent ces injustices-là aussi à descendre dans la rue lorsqu'elle appelle
celle de syndicats, de manifestations. Je pense qu'il faut que la lutte soit de manière plus globale, en tout cas. Pour vous, la priorité, c'est le social, mais enfin, c'est pas exclusif des autres sujets. Par exemple, sur les institutions, à gauche comme à droite, on entend un peu ce discours, les institutions ne sont pas une priorité des Corses. C'est votre idée aussi ? Non, je pense que les Corses sont attachés à la démocratie, aux institutions, comme toutes les personnes qui vivent sur le territoire national. Je ne vois pas trop l'intérêt en fait de les réformer, de vouloir les réformer encore. Une évolution institutionnelle. C'est vrai qu'il aurait été intéressant d'abord consulter les Corses, encore une fois là-dessus, parce que pour l'instant, il n'y a jamais eu de consultation. Est-ce qu'il faut un changement institutionnel ? Moi, j'ai jamais été opposé. Je n'ai jamais été opposé à une évolution institutionnelle. Vous n'avez jamais été opposé à une évolution institutionnelle, mais vous précisez qu'une autonomie de plein droit serait un recul. Je précise qu'une autonomie de plein droit, comme c'est le cas en Polynésie française, oui, c'est un recul, non pas d'un point de vue institutionnel, c'est un recul d'un point de vue social, d'un point de vue écologique. On a fait d'ailleurs un texte avec ce fameux collectif Juventud Dimanche, et on a dit, si autonomie il doit y avoir, c'est si et seulement si, et on a listé un certain nombre de conditions. Le respect de la règle verte qu'on voulait à l'échelle nationale, que la NUPES veut à l'échelle nationale, le respect du mieux-disant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas moins bien que ce qui se passe sur le continent. Sur le code du travail, par exemple, on ne pourra pas aller en deçà de ce qui est proposé sur le continent, alors que, par exemple, en Polynésie française, les conditions de travail... Donc il faut des verrous à un éventuel... Il faut des garde-fous. S'il y a une autonomie qui doit avoir lieu, s'il y a une évolution institutionnelle qui doit avoir lieu, il faut des garde-fous. Et je crois que là-dessus, à gauche, on doit dire clairement que s'il n'y a pas ces garde-fous, il n'y a pas d'évolution institutionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'institution en tant que telle. C'est le concret, les gens, ce qui va se passer pour les personnes qui vivent sur cette île. Et si l'évolution institutionnelle est un danger, eh bien j'y serai farouchement hostile. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut dire. Après, sur le principe même des décisions au niveau local, la gauche pendant très longtemps a eu un débat sur l'autogestion, vous savez, c'est-à-dire un principe tout simple, on décide au niveau local de ce qui nous concerne au niveau local. C'est de la démocratie. On peut appeler ça la démocratie autogestionnaire. Y compris jusqu'à aller faire des lois propres ? Mais ça dépend en quelle matière. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on doit discuter. Et que je regrette que les nationalistes, on ne l'ait pas évoqué avec eux. Ils aient parlé de ça avec personne. Aujourd'hui, on ne sait pas d'ailleurs en quelle matière, sur quelles compétences se discute cela. Et je trouve que c'est fort dommageable. C'est la raison qui me fait dire que c'est dangereux. Alors on arrive presque en fin d'émission, il nous reste 4 minutes. Un mot sur un phénomène qui gangrène la Corse, c'est celui de la mafia. Alors vous, qui êtes désormais avocat, est-ce que vous estimez qu'il faut, pour lutter contre ce phénomène-là, qu'il y ait une législation particulière adaptée à la lutte contre la mafia ? Alors, 2 choses. Déjà, je crois que la mafia, elle se développe dans des territoires donnés. Et il y a un terreau qui favorise cette mafia. Le terreau, il est simple. Quand les gens sont dans la précarité, quand on est dans un territoire qui est globalement pauvre, la mafia, avec cet argent facile que la mafia recherche, eh bien, elle peut plus facilement s'implanter. Mais elle s'implante également lorsqu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe. On a le territoire qui est le plus pauvre de la France métropolitaine, et en même temps, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui ça va très bien. Il y a des grandes entreprises pour qui ça va très bien. On a des doutes sur des marchés publics. Bref, il y a des millions d'euros qui transitent. Elle est liée au mode de développement ? Comment ? Elle est liée, son développement, au mode de développement économique ? Alors, en tout cas, il y a un lien. Il y a un lien, et c'est ce que je vous dis, c'est que la mafia s'implante dans des territoires donnés où les conditions sont favorisées. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut une évolution ? Moi, je suis très attentif à ce que disent les associations anti-mafia. Et je trouve ça très intéressant. Et je trouve que le travail qu'elles font est très bon parce qu'il permet de débattre, de savoir de quoi on parle. Après, pour évoluer peut-être d'une manière législative sur ces questions-là, il faut en discuter. Il faut qu'on analyse tout ça, qu'on voit comment ça se fait. Le futur pénaliste, là, il doit avoir un avis sur la question. Bien sûr, le futur pénaliste, il est attaché d'une part au principe des droits de la défense, à la présomption d'innocence. Et en même temps, je suis bien conscient qu'il y a un problème d'emprise mafieuse. Donc, il faut des réponses adaptées. Il faut voir ce qui se passe. Mais c'est quoi les vôtres ? L'association de malfaiteurs mafieux, la mafia, est-ce qu'elle peut avoir du sens ? Déjà, ça suppose de définir la mafia. Donc ça, déjà, c'est un préalable, à mon avis. Il y a une seconde chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, dans le code pénal, vous avez déjà un délit de non-justification de ressources. Je pense que si on réfléchissait aussi sur ce délit qui existe déjà, ça nous permettrait de toucher le banditisme, mais également les proches qui profitent peut-être parfois des biens de la mafia. Donc il faut aussi réfléchir sur les armes que nous avons déjà. Moi, je ne suis pas hostile à une évolution. Je suis pour qu'on y réfléchisse collectivement, du moment qu'on respecte, la présomption d'innocence, les droits de la défense, globalement, la procédure pénale telle qu'on l'a en France, et en même temps,
qu'on permette de lutter contre un phénomène qui, à mon avis, existe. Compris Donc les repentis, c'est un compromis. Le statut des repentis, il faut réfléchir, il est très compliqué en France. Oui, on se rend compte pas que... tellement appliqué. Oui, déjà, il n'est pas tellement appliqué, mais il n'est pas tellement appliqué aussi parce qu'il n'est pas spécialement attrayant. Vous savez qu'aujourd'hui, le statut de repenti, je crois que vous êtes pris en charge la première année. Il y a évidemment un changement de nom, de personnalité, une anonymisation, j'allais dire. Mais au bout de 3-4 ans, je crois, vous n'êtes plus soutenu par l'État pour permettre cette anonymisation de la personne. Donc il faut réfléchir à ces questions-là pour permettre d'endiguer ce phénomène qui est bien réel. Très vite, il nous reste à peine 1 minute d'émission. Il y a un débat à l'Assemblée de Corse le 18 novembre sur la mafia. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'attends des clarifications, j'attends qu'on évoque ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il faut une évolution ou non ? Si oui, laquelle ? J'attends qu'on évoque des mesures concrètes. Je pense qu'il faut déjà faire un bilan, un audit de ce qui existe dans la législation pénale en France, ce qui peut être amélioré et peut-être les leviers qui nous permettraient d'aller au-delà. L'Assemblée de Corse... je pense qu'elle est peut-être le mieux au courant de ce qui se passe sur l'île. Je pense qu'elle a pour objectif de régler ce problème de terreau de la mafia et peut-être de réfléchir à la suite. Eh bien, Dylan Champeau, ce sera là le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Roger, Patrick, merci à vous également. Bonsoir. Le contraste est terminé. Je précise que vous pouvez le réécouter sur les ondes de RCFM demain à partir de 19h. Per conto nostro, Geridroem, Odagué, Omez, con un trombidado. Intanto, buonasera a tutti.